Bienvenue dans Ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Thierry Brown, dirigeant inspiré chez Go4Human. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Ma vie de DRH consacré à la digitalisation de la fonction RH dans les PME. Et j'accueille aujourd'hui Clémentine Castro, qui est DRH dans la société Harpilab. Bonjour Clémentine. Bonjour Thierry. Bonjour Clémentine, à tous. est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Oui, bien sûr. Donc Clémentine Castro, j'ai 41 ans. Moi, je suis donc DRH au sein d'une PME qui a connu de grandes phases d'hypercroissance. Donc, on est parti d'une start-up puisque j'ai rejoint l'entreprise en 2017. Il y avait moins de 10 salariés. On est 70 à peu près aujourd'hui. Et on s'est fortement développé, on s'est structuré et par ça, les process aussi de la fonction RH se sont développés et structurés. Donc, ce qui fait que c'est super intéressant et il y a toujours de nouveaux sujets de rétention des talents, de fidélisation, d'accompagner des managers qui sont des experts, qui sont devenus des managers. Enfin voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je pense comme toute fonction RH, selon les typologies d'entreprises que tu accompagnes, il y a toujours des sujets passionnants et captivants. Donc voilà, et la digitalisation fait partie de tous ces sujets qui sont hyper importants puisque ça touche aussi à ton organisation de travail au sein de la fonction RH. Alors, pourquoi digitaliser la fonction RH dans les PME? Ça peut faire peur quand on parle de digitalisation pour des petites et moyennes entreprises parce qu'on se dit ouah, c'est impossible, c'est compliqué. Et puis on n'a pas le temps parce qu'on a plein de sujets à traiter. Souvent, c'est des petites équipes RH et donc la digitalisation peut faire peur. Alors, Clémentine, pourquoi digitaliser la fonction RH au sein des PME? Alors moi, je me suis posé cette question également. Nous, on avait un SIRH qui avait été implémenté, mais pas par la fonction RH, qui avait été implémenté par la finance en 2018, qui s'appelle Eurecia, ce SIRH, et qui avait été pensé plus sur une fonction de suivi des temps et activités. Donc qui couvrait quelques aspects, qui couvrait aussi la gestion des notes de frais. Donc quand je dis que c'était par la finance, c'est bien, enfin ça reflète bien la chose. Et puis pour les salariés, il y avait quand même la gestion des congés qui était prévue et qui était assez sympa parce que tu pouvais poser tes congés, tu avais quand même ton compteur qui te l'indiquait. Mais ça n'était pas allé plus loin. En 2023, s'est posé en début d'année la question de ma roadmap et donc de ce que j'allais mettre en place sur cette année-là. Donc c'était il y a bientôt 2 ans maintenant. Et force était de constater qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait optimiser et surtout qui étaient des points de douleur pour ma responsable ressources humaines et moi. On était passé à côté, par exemple, enfin, je vais donner l'exemple, mais de suivi de période d'essai. On n'avait pas réussi à gérer le truc, on avait oublié de mettre dans notre Outlook sur une embauche un suivi de période d'essai. Alors c'était une personne qu'on souhaitait garder, donc c'était plutôt positif. Néanmoins, ça reflète pas le plus grand des sérieux, je trouvais. Il y avait ce genre de choses. On avait le sentiment de saisir et de ressaisir et de réarchiver des données dans plein d'endroits différents. Et à chaque fois qu'on cherchait une donnée, finalement, on savait même plus où aller chercher. On avait le dossier du salarié, on avait un dossier partagé avec la finance qui est en charge de la paye. On n'avait aucune communication fluide. Donc, la gestion des payes prenait un temps de dingue. La paye est gérée par la finance, comme je viens de le dire. Ils passaient 2 jours à gérer les payes et nous-mêmes, on leur faisait des transmissions d'éléments variables sur des réunions qui étaient longues. Il y avait des oublis. Enfin, il y avait beaucoup d'oublis. Donc, c'est jamais agréable quand un salarié vient toquer à ta porte et te dit là, je comprends pas. En fait, j'ai été augmentée, mais c'est pas indiqué sur ma fiche de paye. Alors, c'est pas arrivé tous les mois, je te rassure. Il y a quand même un minimum de rigueur et de sérieux. Mais quand ça arrive, c'est pas plaisant. Voilà. Récupérer les justificatifs de transport tous les mois. C'était un truc sur lequel on faisait un petit mail aux salariés tous les mois, on attendait qu'ils nous les envoient, ensuite on les transmettait, enfin on les archivait sur un dossier Dropbox. Enfin voilà, on avait le sentiment systématiquement pour chaque action de devoir le faire ou le refaire ou le ressaisir ou l'archiver 2 ou 3 fois.
Donc ce constat était posé de se dire, on perd énormément de temps dans notre gestion et si on trouvait un moyen de faire mieux, de gagner du temps et voilà, d'aller plus vite, quoi, et surtout de libérer de la charge mentale. Ok. Donc, j'entends dans ce que tu me dis qu'il y avait donc un enjeu de concentration des données, des Ouais. informations, hein, qui Mmh, étaient mmh, avant mmh. dispersées dans tous les sens, dans un fichier, Dropbox, etc. Ouais, On a une notion de gain de temps parce que on traite pas 10 fois la même information, elle est centralisée à un seul endroit. exactement. Euh, Quand on parle de SIRH, alors je sais que dans les SIRH, il y a plein de fonctionnalités différentes, il y a plein de modules différents. En fonction des sociétés, on va prioriser, par exemple, la gestion du temps ou d'autres modules. Euh, Jusqu'où est-ce que vous êtes allé, vous, ou toi, avec ton équipe, dans la digitalisation? Parce qu'on peut tout simplement choisir un tout petit module, ou alors vraiment on peut déployer toute une Mmh, mmh, solution mmh. cohérente. Jusqu'où Bien vous sûr. êtes allé? Alors une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore et qu'on découvre tout ce qu'on peut faire et tous les outils digitaux qui existent, c'est aussi un peu compliqué de s'arrêter, je pense. Après, c'est une question de temps et de budget, hein, bien sûr, parce que ça a un coût. Euh, donc nous, on a testé le module entretien sur Eurecia, donc qui est resté notre SIRH. Pour le coup, il n'était pas probant. Je pense qu'un SIRH doit vraiment gérer tout le volet très administratif de la chose. On a mis en place un ATS pour nous simplifier et fluidifier aussi la gestion des recrutements. Et on a mis en place un outil pour les entretiens. On a sélectionné Javelot pour aller, alors pas les entretiens de recrutement pour le coup, mais pour aller des entretiens annuels en passant par des prises de température, prises de mood au sein de l'entreprise et sur les exit interviews aussi, qui me semble hyper important dans les pratiques d'offboarding. Donc voilà, donc nous on a quand même couvert pas mal d'aspects. Et on a mis en place Notion aussi avec l'aide de mon service tech pour concentrer toutes les données de l'entreprise, toutes les données RH, voire plus l'organigramme, le trombinoscope. Pour le coup, ils existent sur Eurecia, mais je les trouve plus sympas sur Notion. Donc, on a développé aussi un Notion. Donc là, j'entends que tu as mis en place différentes plateformes, hein, voilà, Exactement. voilà, en fonction des forces et des faiblesses de chacune, évidemment. Mais du coup, on a l'impression que toutes les données sont de nouveau éparpillées dans les différents outils, ou est-ce tu as réussi à les lier entre eux, ces outils? Alors, non, elles sont pas éparpillées. En fait, chacun de ces outils a bien sa spécificité et il va répondre à une Ouais. problématique qu'on avait posée. Et surtout, dans notre besoin, l'idée était d'interconnecter nos outils. Donc, quand on les a sélectionnés, l'objectif, puisqu'on avait SIRH, en SIRH Eurecia depuis quand même quelques années et qu'on souhaitait le conserver, l'objectif a été de trouver des outils qui s'interconnectaient avec Eurecia via des API. Donc, une API, c'est une porte dans un logiciel, une porte qui peut s'ouvrir quand on se branche et qui peut injecter des données. Donc notre ATS, pour exemple, qui s'appelle Thalys, notre ATS, lorsqu'on sélectionne un candidat, on clique dessus. Il y a un truc, je crois que c'est intégrer les données dans Eurecia. Et en fait, ça va aller taper chez Eurecia, ça va ouvrir une porte et ça va pré-remplir une fiche salariée avec la date d'arrivée qu'on a sélectionnée, le nom, le prénom, les éléments de base, hein, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Et ensuite, nous, on va aller continuer de créer cette fiche sur Eurecia. Mais ça va déjà aller annoncer à Eurecia qu'il y a un salarié qui a été recruté pour un recrutement qui a été ouvert. Alors effectivement, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que tous ces outils RH, et même les autres outils, hein, Mm. sont interconnectables, notamment avec ce qu'on appelle les API. Mm. C'est ce que vous avez fait. Et peut-être que même les outils que certains RH ou des RH de PME ont en place peuvent être interconnectés avec d'autres outils sans trop de problèmes, puisque Exactement. c'est intégré maintenant dans quasiment la plupart des outils. Donc ça, Mm. c'est intéressant à savoir. Bien, ça a l'air très très intéressant en tout cas cette digitalisation. Dis-nous-en un peu plus sur les avantages concrets en termes de gain de temps, en termes peut-être de gains financiers, en termes de qualité de traitement ou de qualité de service de la fonction RH au sein de Mm. l'entreprise. Je mentionnais tout à l'heure une charge mentale déjà sur les RH et sur la peur d'oublier des éléments. Donc, ne serait-ce que ça, c'est un énorme gain
puisque désormais, les fiches des salariés sont à jour. Ils ont cette responsabilité lorsqu'ils ont, par exemple, un changement d'adresse, qui n'a jamais connu un salarié qui envoie par email la notification de son changement d'adresse, de son changement de RIB. Donc aujourd'hui, c'est le salarié qui lui-même sur sa fiche salarié, donc sur la première page d'accueil du SIRH, qui lui va aller saisir ces données, ces informations. Et ces informations, ensuite, on paye. L'idée a été d'interconnecter notre SIRH, donc Eurecia, au logiciel de paye. Nous, la paye est externalisée chez un cabinet d'expertise comptable. Ils sont sur Silae. On a interconnecté Eurecia à Silae. La gestion de la paye, c'était 2 jours à peu près de travail pour la finance. C'est la finance qui gère la paye, mais en lien avec la RH. On est passé sur 2 heures de traitement de la paye. La gestion des tickets restaurants, ça sort tout facilement, ça calcule directement les jours de congé qui ont été pris, parce qu'il n'y a pas de tickets restaurant sur des jours de congé. Également, ça déduit les notes de frais sur lesquelles les salariés étaient en déplacement, donc on saisit une note de frais. Donc tout ça, en fait, ça s'auto-calcule. Le traitement est juste dingue, puisqu'il n'y a plus à aller faire un rapprochement humain manuel et des jours de congé et des notes de frais. On a une population, on a beaucoup de mobiles chez nous, donc de personnes qui font beaucoup de déplacements, qui saisissent pas mal de notes de frais. Donc on n'a plus à aller déduire manuellement tout ça. D'où ce gain de temps de traitement des congés, etc. Tu disais, lorsqu'on a préparé ce podcast, effectivement que la fonction finance prend aujourd'hui 2 heures de temps pour traiter l'ensemble des données de la paye. Mais avant, tu disais qu'il prenait 2 jours. Ouais. Donc c'est 2 heures versus 2 jours, c'est énorme. Exactement. Ouais, c'est énorme. Ça apporte un confort de travail dingue. Et le gain de temps pour l'ensemble de l'organisation, notamment RH, mais aussi manager, et des gains de temps en termes de courriel interne envoyé, etc. Ça, on a un peu plus de mal à le quantifier. On n'arrive pas trop à le mesurer, quoi. Mais si on devait le mesurer, ça serait aussi un gain de temps considérable. Exactement. Oui. Enfin, je pense que c'est pour tous, en fait. Le salarié va avoir accès lui aussi à toutes ces données. Donc, je sais pas, c'est déjà arrivé qu'un salarié perde son contrat de travail, son avenant, etc. Tout est archivé sur Eurecia et le salarié a accès à toutes ces données. Faire signer un avenant, il fallait le produire, l'imprimer, le faire signer. Si le salarié est en déplacement, etc., décaler de quelques jours. Aujourd'hui, en fait, je vais créer mon avenant. Je peux même, alors ça, je ne suis pas allée jusque-là parce que j'adapte quand même beaucoup mes avenants et mes contrats de travail à la situation du salarié. Mais je pourrais même avoir des templates pré-créés sur Eurecia pour des entreprises qui ont des salariés avec des contrats de travail quasiment identiques. Ils peuvent avoir des templates qui vont se pré-remplir avec les données du salarié et aller beaucoup plus vite. Et donc moi, je les prépare quand même sur Word, mais ensuite je les transforme en PDF et je les injecte sur Eurecia. Ils partent en signature électronique. Donc je n'ai même plus à avoir mon salarié à proximité pour faire signer l'avenant, le scanner, aller le ranger ensuite sur Dropbox et potentiellement le remettre ensuite sur Eurecia. Aujourd'hui, c'est directement sur Eurecia et tout le monde y a accès, que ce soit la finance, si elles en ont besoin pour ensuite vérifier les éléments de paye, que ce soit le salarié s'il les gare ou que ce soit moi, pour être sûr que tout soit bien archivé. On va pas rentrer sur même les normes RGPD, mais en fait, on est aussi là-dessus où je suis sur un logiciel qui est garant de la RGPD et donc je sais que je ne fais pas n'importe quoi avec les données de mes salariés. Là-dessus aussi, je me suis même pas forcément souciée de qu'est-ce que la RGPD prévoit, puisque je sais que c'est garant du truc. Donc en fait, je suis couverte sur tous ces aspects, quoi. Effectivement, faut pas oublier cette réglementation auquel toutes les entreprises, quelle qu'elle soit leur taille, sont soumises. Exactement. Alors, dans ce que tu me dis, il y a une idée qui m'apparaît là, enfin une idée, un constat plutôt. J'ai l'impression que ce SIRH que tu as mis en place interconnecte aussi l'ensemble des salariés, des managers de l'entreprise autour de cette fonction RH. Tu vois, c'est comme si on avait un petit peu responsabilisé l'ensemble des acteurs de l'entreprise à ces fonctions RH.
Notamment le complètement. manager, qui est le premier RH, hein, qui lui maintenant a accès à une partie en fait des données RH à travers ces outils-là. C'est formidable, Exactement. c'est un Ouais. moyen d'interconnecter les gens. Ok. Complètement. Oui, il a accès pour tous les membres de son équipe. Il va avoir accès aux politiques de rémunération, enfin en tout cas à l'historique de rémunération de l'ensemble des personnes de son équipe. Donc il peut aussi, enfin pour un manager qui reprend une équipe, par exemple, c'est hyper facile pour lui de revoir tout l'historique, de comprendre ce qui a été fait. Systématiquement sur toutes les augmentations, on a mis des petits commentaires sur les primes. Qu'en fait, ils ont pas forcément accès aux avenants au contrat de travail. Néanmoins, ils ont accès au pourquoi les salariés ont été augmentés, ils peuvent se faire des extractions. Enfin, c'est chouette, c'est très fluide. C'est vrai que c'est génial. Tu m'as partagé aussi, lors de la préparation de notre podcast, toujours, ces notions de workflow. Là, on a parlé d'outils, on a parlé de saisie, Mmh. mais il faut pas oublier qu'il y a aussi une possibilité d'implémenter des workflows, c'est-à-dire des suites d'étapes qui nous permettent de traiter, en fait, des choses de la même manière sans oublier une opération. Est-ce que tu peux Mmh. nous en dire un peu plus? Bien sûr. Oui, enfin, je posais ce constat lorsqu'on se demandait pourquoi cette envie de digitaliser. Et ce que je disais, c'est qu'il y avait eu des oublis, alors mineurs quand même, mais on a eu des oublis. Et effectivement, aujourd'hui, donc on va reprendre dès le démarrage, on va recruter un salarié. Donc l'ATS va injecter les premières données de la fiche salarié. Ensuite, moi, je vais reprendre la main. Je vais lancer mon onboarding pour ce fameux salarié. Ça va lui envoyer un email et lui demander de cliquer sur un lien et de compléter sa fiche salariée. Une fois que cette fiche salariée est complétée, moi, je reprends la main et je vais indiquer l'équipe. Donc, tout est paramétré, hein, on a bien tout paramétré. Donc, je vais indiquer à quelle équipe le salarié va appartenir. Dans ce cas-là, ça va directement implémenter le manager, le N+2, en fait, tout l'organigramme hiérarchique est déjà construit en base sur le SIRH. Donc, pour un suivi de période d'essai, ça va automatiquement, selon le profil du salarié, c'est un cadre, un non-cadre, etc., ça va automatiquement nous créer les alertes pour pouvoir avoir un bon suivi des périodes d'essai. Je ne sais pas si on a des travailleurs étrangers, ça va automatiquement, on va incrémenter le titre de séjour du salarié, ça va automatiquement créer un rappel lorsque le titre de séjour va arriver à expiration. Donc pour le coup, on ne va plus passer à côté d'un renouvellement de titre de séjour. Ça va envoyer une alerte au salarié qui lui-même, pour le coup, je pense qu'il l'a en tête quoi qu'il en soit, mais aura bien le truc de « Ah oui, il faudra bien que je pense aussi à le mettre à jour sur le SIRH une fois que j'aurai le renouvellement de mon titre de séjour. » Et puis nous aussi, on ne passera pas à côté, on pourra avoir ce suivi et le cas échéant, relancer le salarié sur le suivi de ce renouvellement. Donc en fait, il y a des workflows effectivement à toute étape de la vie du salarié. Ouais, c'est assez chouette. C'est génial. Là, on est sur le recrutement, l'onboarding et la vie du salarié, mais on peut aussi l'avoir sur les notes de frais, sur plein d'autres choses, hein, plein Exactement. d'autres thématiques. Exactement. Et très très bien. Alors, ça paraît super bien cette solution. On se dit waouh, c'est génial, c'est top. Mais voilà, ça se met pas aussi en place aussi facilement. Il faut du temps, il y a de la gestion du changement, il y a de la formation des collaborateurs, il y a de la formation des managers notamment. Alors comment ce système interconnecté, cette digitalisation complète de la fonction RH peut s'implémenter dans une entreprise? Alors, je dis pas que ça a été tout beau tout rose Ouais. dès le démarrage, et surtout que on a fait ça en un claquement de doigts. Clairement, pas du tout. Ça a été déjà pas mal de temps posé avec ma responsable ressources humaines, toutes les deux en salle pour co-construire notre monde idéal. Et donc, on est parti très simplement. En fait, je pense que tout le monde a des process qui sont établis et qui sont maîtrisés. On ne s'en rend même plus compte puisque c'est des choses qu'on suit au quotidien. Et donc, on est reparti de ce constat de base pour chacune de nos problématiques RH ou en tout cas de nos aspects RH OK, comment est-ce qu'on procède quand on a un salarié qu'on va intégrer dans l'entreprise? C'est quoi nos étapes? Comment est-ce qu'on le recontacte? Comment est-ce qu'il nous communique ses données? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on les renseigne ensuite dans le SIRH? Les suivis de période d'essai, comment est-ce qu'on renseigne? Enfin, on était sur un immense tableau blanc et l'idée a été de poser pour vraiment chacun des aspects 100% des étapes. Partant de là, on a rédigé un cahier des charges, toutes les deux, donc ça prend du temps. Il faut savoir clairement que si on est sur une période d'énorme rush,
c'est vraiment pas le moment de s'y mettre parce qu'on n'aura pas le temps de le faire. Il faut vraiment être à un moment, alors je dis pas que on a des périodes plus tranquilles, mais à un moment où on est un tout petit peu plus light. Si on est sur une phase d'hypercroissance, c'est pas le bon moment. Enfin voilà, sur un moment où on souffle un tout petit peu plus, c'est là où on s'y est mise et on a passé quand même pas mal de temps à ensuite définir notre cahier des charges. Ok, comment est-ce que je veux que les choses se passent? Comment est-ce que j'ai besoin que mes étapes soient faites? Pour mon SIRH, ce que je précisais, on avait déjà Eurecia qui a été implémenté au sein de l'entreprise. On s'est posé la question à ce moment-là de savoir si on conservait Eurecia, s'il cochait les cases de ce qu'on avait défini. Donc, on ne s'est pas épargné le cahier des charges SIRH, puisqu'on a quand même benchmarké le marché à ce moment-là et on s'est rendu compte que Eurecia n'était pas parfait, mais cochait quand même pas mal de nos cases et qu'au final, on allait gérer un transfert de SIRH pour peut-être pas énormément de delta par rapport à ce que prévoyait le SIRH qu'on avait déjà implémenté. Mais on a quand même fait ce travail de se poser la question de savoir si on conservait ou pas ce SIRH. Quand je dis il n'est pas parfait, il n'y aura aucun SIRH qui correspondra parfaitement aux pratiques qu'on a déjà en place et aux process qu'on a déjà en place au sein d'une entreprise. Parce qu'en fait, chacun y a mis sa patte en bonne intelligence et aussi en fonction de la culture de la boîte, en fonction de plein de choses. Ce qu'on a mis à chaque fois, on s'est fait une colonne, donc on a vraiment mis listé toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. On est vraiment rentré dans le micro-détail. On est descendu dans le fin fond de la fonctionnalité. Et ensuite, sur chacune de nos lignes, on avait 2 colonnes. On avait le must-have et le nice-to-have. Le must-have, c'était là, clairement, si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas parce qu'on n'arrivera pas à tordre nos pratiques à ce point-là. Et le nice-to-have, c'était bon, s'il le prévoit, c'est chouette. S'il le prévoit pas, on sait que on pourra survivre et que ce sera à nous de nous adapter à l'outil et pas à l'outil de s'adapter à nous. Donc, on a vraiment adressé ça, que ce soit pour le SIRH, pour l'ATS et pour le module, l'outil de gestion des entretiens. À chaque fois, ça a été un gros travail. On l'a pas fait en un seul temps. Quand je vous parle de ça, on a débuté cette digitalisation en mars 2023 et on a terminé en juin 2024. Donc, ça nous a pris quand même 18 mois. L'idée, c'est pas non plus de se dire qu'on veut mener tous les combats en même temps. Ça prend beaucoup de temps. Sur le SIRH, quand on a décidé de continuer avec Eurecia, on a eu 4 jours avec Eurecia en salle pour se former, pour reprendre 100% de nos paramétrages. Donc 4 jours, c'est long, c'est du temps pendant lequel vous n'êtes pas sur vos missions au quotidien. Enfin, donc on les a espacés ces 4 jours. C'est pas 4 jours en bloc. On a fait 2 fois 2 jours. Voilà, faut vraiment avoir en tête ça prend du temps. Et puis une fois, en fait, on est en salle avec les personnes qui vont nous accompagner au sein de l'outil. C'est chouette, mais on pense pas à tout, malgré le cahier des charges qui a été rédigé, malgré ce tableau blanc qu'on a fait, malgré tous les garde-fous qu'on a essayé de se mettre. On oublie des choses quand on est lancé avec le SIRH, on oublie des trucs. Et donc ensuite, en fait, quand on commence à expérimenter, on se dit mais alors attends, là-dessus il m'a formé, mais en fait je me souviens plus de comment on a fait, ou zut, là-dessus on a oublié de le paramétrer de telle manière, pourtant c'était bien dit qu'on le voulait comme ça. Donc en fait à chaque fois on ping-pong. C'est pour ça que c'est mieux de ne pas mettre les 4 jours à la suite, parce qu'ensuite quand on reprend avec l'outil et les équipes qui nous accompagnent, on peut revenir sur ces petits détails qu'on avait oubliés ou les choses sur lesquelles on a été formé, mais en fait, tant qu'on n'a pas réellement pas pratiqué et qu'on n'est pas devant, rien quoi. Alors, d'après tout ce que tu nous as dit là, je vais retenir 3 choses, 3 conditions pour le déploiement. Donc, tout d'abord, la co-construction, la réflexion, Ouais. et vraiment bien poser les processus RH, bien les poser, savoir ce qu'on veut, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui s'applique un petit peu à tout, c'est prendre du temps pour en gagner par la suite. Donc, vous avez consacré, toi et ton équipe, du temps pour en gagner aujourd'hui. Et puis, être agile. C'est-à-dire que on teste, on essaye, on corrige, on s'adapte, on est plutôt dans l'amélioration continue. Je relève ces 3 points-là. Ouais, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil parce que ça peut faire peur à des DRH de PME. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour l'implémentation d'une solution SIRH? Je pense qu'il faut, alors déjà, comme tu le disais, enfin comme tu reprenais ce que je disais, il faut s'accorder du temps.
Et je parlais de cette phase de co-construction. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mes RRH qui étaient aussi passionnés par le sujet et qui l'a pris autant à bras-le-corps que moi. Mais on peut ne pas avoir la même appétence que celle qu'on a, ma RRH et moi, pour ces outils RH et pour la tech. Il y a des cabinets de conseil qui existent, qui peuvent accompagner aussi des DRH qui se diraient, mais attends, moi en fait ça me parle pas, les termes, les jargons, je les comprends pas, je les connais pas, j'ai pas de temps, j'ai pas l'envie et j'ai pas la connaissance. Et ça peut aussi être une solution. Alors ça a un coût, bien entendu, ce n'est pas gratuit, mais ça peut quand même aussi faire tomber des barrières et des murs. Il y a des cabinets, alors j'ai pas de nom en tête, hein, pour le coup, j'ai pas fait appel à eux moi, mais il y a des cabinets qui peuvent accompagner ces DRH. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est si vous vous sentez de le faire, c'est génial. Et enfin, pour moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je sais que ma responsable ressources humaines aussi s'est éclatée à mener ce chantier. Maintenant, c'est pas parce que nous, on a eu cette appétence que tout le monde l'a. Donc, ne pas avoir peur de demander de l'aide à l'externe. Voilà, il y a plein de podcasts, il y a plein de littérature qui existe aussi sur le sujet. Néanmoins, on peut ne pas avoir envie d'y consacrer du temps. Et donc, il faudra y consacrer quoi qu'il en soit du temps, parce que le cabinet ne va rien inventer et va aussi avoir besoin de s'imprégner de la culture de la boîte et de ses process. Mais ça existe. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'essayer d'être, je pense, extrêmement créatif, de pas se mettre de barrières, de limites, et ensuite de voir, de s'ouvrir au marché et de voir ce qui se fait. Et il existe aujourd'hui énormément de solutions, énormément d'outils. Donc, ne pas hésiter à le faire et à se dire, ok, elle nous a parlé de Ressia, mais en fait, il y en a tellement d'autres qu'il y en a qui correspondent peut-être encore plus même aux besoins que ceux dont j'ai parlé et que j'ai cités. Il y a aussi quelque chose sur les conseils, c'est aujourd'hui, on est énormément impliqué par des nouvelles normes, par plein de nouvelles choses qui nous sont données par le gouvernement, notamment il y a des BDESE à sortir. On a de plus en plus de contraintes externes. Pensez juste à tout ça aussi. Enfin, c'est-à-dire que là, j'ai beaucoup parlé pendant ce podcast du gain de temps que ça a donné, du fait que finalement la RH a été vraiment centrique sur aussi la vie des managers, des salariés, sur la gestion de la paye. Mais il y a aussi dans ma vie de RH aujourd'hui, sortir une BDESE, je ne dis pas que c'est devenu facile parce que je suis DRH en PME et que tout prend du temps, mais en tout cas agréger mes données mais est tellement plus simple. Et en fait, je sais que pour le coup, je réussis à répondre à ces normes et à ces contraintes. Il y a aussi de plus en plus de RSE, de sorties de données RSE qui nous sont demandées, et ça va l'être de plus en plus. Et ces données RSE, aujourd'hui, grâce à tous mes renseignements et au fait que j'ai toute la donnée au même endroit, je réussis quand même à avoir mon taux de turnover en 2 clics, je l'ai. Enfin, voilà. Mes index égalité homme-femme, en 2 clics, je les ai. Enfin, en fait, je ne me pose plus énormément de questions sur OK, et moi, je suis pas une matheuse. Donc, sur OK, comment est-ce que je vais réussir à tout calculer? Comment est-ce que je vais réussir à faire ça? J'ai pas de contrôle de gestion sociale dans mon entreprise. Hein. Voilà, je suis une PME. Et donc, c'est sur la RH que ça revient de sortir toutes ces données. Et honnêtement, c'est un confort qu'on s'offre, quoi, vraiment. Eh ben, tu as répondu à la question. Je voulais te poser la question suivante. Est-ce que la digitalisation RH n'est pas aujourd'hui une question de survie pour la fonction RH? Mais tu viens d'y répondre. Effectivement, il y a des contraintes réglementaires, il y en a tous les ans, hein, il y en a qui se rajoutent. Hein. Voilà. Et puis, il va falloir gérer ça aujourd'hui, gérer toutes ces données, toutes ces contraintes. Et on n'a presque plus le choix hein, de digitaliser certaines fonctions RH pour s'en sortir. Quoi. En tout cas, pour pas augmenter le nombre de collaborateurs RH dans une entreprise. Voilà. Très bien. Écoute, est-ce que tu souhaites encore ajouter quelque chose, Clémentine? Parce qu'on arrive à la fin de notre podcast. Non, écoute, je te remercie de m'avoir offert l'opportunité de parler de ce sujet qui me passionne, que je trouve question de survie, mais en tout cas pour moi question de passion. Donc je te remercie de m'avoir offert cette opportunité. J'espère que ça fera passer le pas à des DRH qui sont encore un peu frileux et qui se posent encore la question de franchir cette étape. Franchement, faut pas hésiter pour moi.
Merci beaucoup Clémentine pour ce partage fort intéressant au sujet de la digitalisation RH dans les PME. Je vous retrouve tous très bientôt dans un nouvel épisode de Ma vie de DRH. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH.